Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lumière de vie. Vous avez été très nombreux à nous écrire et à nous suivre surtout, et nous vous en remercions. Lumière de vie se consacre aujourd'hui à une histoire extrêmement douloureuse, très poignante. Ça nous a donné froid dans le dos quand nous avons entendu cette histoire ici à la rédaction. Une histoire qui peut arriver à chacun d'entre nous et surtout à chacune d'entre vous. Rien ne laissait supposer qu'il y aurait eu ce clash, quoi, si je puis dire. C'est une descente aux enfers, c'est le mot qu'on puisse dire, puisque c'est le jour et la nuit. C'est l'histoire d'Elisa Fez, notre invitée aujourd'hui. Bonjour Elisa Fez. Bonjour Patrick. Merci d'avoir choisi Pat Media pour nous dire ce qu'il vous est arrivé. Mais avant d'entrer un petit peu plus dans le détail de cette histoire extrêmement douloureuse, comme nous l'avons dit, cette première question, pourquoi, Elisa, avez-vous ressenti le besoin de vous raconter à travers un livre et également de témoigner dans la presse? J'ai ressenti ce besoin effectivement de rendre mon histoire publique parce que c'est une situation qui peut parler à tout le monde, qui peut parler aussi bien très souvent aux femmes, mais aussi aux hommes. Et c'est une histoire qui est vraie, qui est douloureuse, qui est remplie de violence, mais par ailleurs qui peut aussi tendre la main à beaucoup de femmes dans une direction qui est la résilience. La résilience qu'on va retrouver lorsque on a suivi un processus de guérison. Et de par ce processus de guérison, on arrive très franchement vers la résilience. Nous y reviendrons bien sûr. C'est une véritable descente aux enfers que vous avez vécue. Avant effectivement d'arriver à ce stade, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que vous avez une vie formidable, hein, vous avez été marié et vous avez effectivement baigné dans la naphtaline, comme on dit. Racontez-nous les débuts de cette histoire. Oui, effectivement, mariée depuis de nombreuses années, un mari tendre, Idéal, gentil, attentionné. Comment? idéal même. Oui, c'est vraiment un couple que beaucoup de nos amis considéraient comme presque parfait, je dirais, où on sentait vraiment le bonheur entre nous, le partage, l'amour, l'attention. Donc, une relation de couple avec que du bonheur, beaucoup de complicité, beaucoup de partage et puis des projets que nous avions mis en place, des projets sur de long terme, du moyen terme, du court terme, où il y avait une certaine complicité et beaucoup de partage, beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qui a changé tout d'un coup? Est-ce que vous avez senti venir euh, la pente douce qui a été beaucoup plus glissante après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic. Lequel? Oui, effectivement, il y a eu un déclic parce que notre histoire, quand même, c'est une famille recomposée. Moi, de mon côté, j'ai des enfants et mon mari aussi, mon ex-mari a aussi les siens. Des enfants qui sont perdus de vue depuis quelques années. Et d'un coup, après 12 années de vie commune, de mariage, voilà qu'apparaît donc son fils, le dernier de la fratrie. Il arrive et il nous demande de l'héberger juste pendant quelques mois, c'est-à-dire 2, 3 mois, le temps pour lui de se refaire une santé. Son fils qui n'avait pas Bien vu évidemment, depuis 20 ans, c'est cela, hein? c'est un fils effectivement qu'il n'avait pas vu depuis une vingtaine d'années et qui d'un coup reprend contact avec son père. Et de fil en aiguille, je constate qu'il y a une espèce d'approche presque envahissante. Il s'accapare son père principalement au téléphone dans un premier temps. Et ensuite, progressivement, il se rapproche, il reste des heures au téléphone lorsqu'il appelle. Et ensuite, progressivement, il a réussi à convaincre son père de venir nous rejoindre. Bien sûr, parce que nous étions évidemment sur des territoires différents. Et il fait le choix de venir dans un premier temps passer quelques jours chez nous.
Nous acceptons, moi j'accepte en tant que belle-mère, hein, puisque j'ai aussi ce rôle, puisque ce sont ses enfants, j'étais tout à fait d'accord. Dans un premier temps, nous avons passé de très agréables moments, puisque c'était en fin d'année, et ça s'était très très bien passé, puisqu'ils étaient très heureux. Pour moi, c'était une façon pour moi de contribuer à la réconciliation du père envers son fils. Après, comment ça s'est passé? Il est resté. Et il est même resté avec sa copine. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que ils sont repartis effectivement 6 mois plus tard, et voilà que l'annonce tombe. C'est-à-dire qu'il nous annonce que il doit se refaire une santé au niveau financier, au niveau de la santé, et que est-ce que moi je serais principalement d'accord à ce qu'il soit hébergé chez nous pendant un court laps de temps, c'est-à-dire 3 mois. Ils arrivent effectivement au mois de juillet, début juillet, ils arrivent. Et moi, entre-temps, je prépare tout pour les accueillir correctement. J'installe tout et je les installe effectivement je dirais, dans leur chambre, dans leur chambre. Ils sont bien installés, bien accueillis, tout se passe bien dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, à Ensuite, quel moment ça bascule? oui, oui, dans un deuxième temps, c'est-à-dire que c'est devenu progressif, hein, ça a été très progressif. Donc c'est un couple qui se réveille tard, qui contribue pas, qui a du mal à s'adapter au pays, qui, je constate au bout d'une semaine, n'a pas d'activité du tout extérieure. Ils sont cloîtrés dans leur chambre. Au fil du temps, donc au bout de 15 jours, je m'interroge sur les problématiques qu'ils pourraient avoir. Est-ce que ça viendrait de moi? Donc à ce moment-là, je provoque une réunion, je dirais familiale, et je leur demande si j'aurais fait quelque chose, ou j'aurais eu une attitude, ou j'aurais dû, peut-être j'aurais eu un mot déplacé qui les obligerait à avoir ce type de comportement. Et pourquoi vous n'en avez pas parlé à votre ex-mari? Ah oui, 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 dans un premier temps, bien sûr, puisque on était en complicité. Je lui explique que j'ai un souci, que je me sens mal, parce que j'aimerais bien voir que ces jeunes-là soient à l'aise dans notre foyer. Il vous a répondu Et il me quoi? dit, mais non, comment? Il vous répond quoi, justement? Il me dit, ben, ne t'inquiète pas, ils prennent leur marque, ça viendra. D'accord. Effectivement, donc au bout de 15 jours, je commence à m'inquiéter puisque pour moi, des jeunes devraient s'évader, visiter, pratiquer du sport, avoir des amis. Rien de tout ça. Dès lors, le comportement des jeunes aussi avait changé progressivement. C'était donc m'éviter au maximum dans le foyer. C'était ne pas me parler, donc ne pas me poser des questions, ne pas avoir de relation de communication avec moi. De plus en plus, je me suis retrouvée écartée donc dans mon foyer avec mon mari, qui était donc de leur bord progressivement, puisque le fils s'attardait à tout ramener à son père. Donc, dès D'accord. qu'il y avait une question, dès qu'il y avait une démarche, tout était relié au père. C'est tout, je faisais tout avec mon père, sauf avec moi. Donc, Voilà. bien sûr, vous en parlez de façon assez, avec la distance et le travail que vous faites sur vous-même, on en parle dans quelques instants, Oui. mais ça a été de la violence, Elisa. Racontez-nous. Ah, mais avant, effectivement, vous nous avez fait parvenir une vidéo, parce que vous avez été en quelque sorte un peu séquestré quelque part, en tout cas enfermé dans une pièce, c'était votre chambre. Comment tout ça est arrivé? On regarde la vidéo et on en parle après. Moi, je vais appuyer Emmanuel dans sa plainte. Ah bon? Parce que ça met sa vie en péril, en danger. Tu vas l'accompagner dans sa plainte? Absolument. Ah ouais? Ah ouais? Mise en danger de la vie d'autrui. Inès, tais-toi, toi. Inès, Tu n'as pas à tais-toi. dire à Inès de cette terre. Elle parle comme elle veut. Toi, tu n'as rien Tu à vas dire. finir au tribunal et tu vas payer ça. Toi, tu n'as rien à dire.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on vient de voir? C'est d'une extrême violence quand même. Oui, en effet, c'est-à-dire que au bout de quelque temps, puisque après cette réunion, j'ai constaté que la situation se dégradait progressivement et progressivement, moi-même, je suis rentrée dans une situation de maladie où j'ai été quand même assez atteinte psychologiquement et donc progressivement, effectivement, euh, je ne pouvais plus tenir. Voilà, j'étais à bout puisque mon ex-mari ne m'entendait plus. Les jeunes composaient uniquement avec mon mari, donc j'étais complètement exclue en fait, du fonctionnement du foyer. Mon mari, se faisant donc de plus en plus, se ralliait de plus en plus à son fils parce que voulant absolument rattraper ce temps perdu avec ce fils qu'il a retrouvé, et le fiston qui n'arrêtait pas de lui dire, écoute papa, nous allons nous réconcilier, nous allons reconstruire ensemble ce que nous avons perdu pendant ces nombreuses années, nous allons tout faire ensemble. Et tout, c'était le reflet du père, c'est-à-dire que papa regarde un peu comment on se ressemble, regarde un peu ce qu'on peut, regarde un peu, on fait la même taille, on a la même pointure, etc. Donc c'était, pour le père, c'était une façon d'être, de se rapprocher du père, de se réconcilier avec son fils. Et donc, moi, de mon côté, j'essayais de lui dire, mais attends, regarde un peu, écoute, regarde un peu le travail qu'il fait sur toi. Il me disait, mais non, mais c'est gentil de sa part, c'est bienvenu de sa part, c'est normal, il veut se réconcilier, il veut se rapprocher de moi. Et c'est-à-dire qu'un mois et demi plus tard, je ne pouvais plus tenir. Et donc j'ai demandé à mon mari à ce qu'il sorte du foyer. Et donc, puisque nous avons donc des chalets à proximité de la propriété, je lui ai dit, écoute, s'il le faut, je suis prête à céder un des chalets pour qu'ils puissent y résider, mais je ne veux plus les voir dans mon foyer parce que c'est un déséquilibre total depuis qu'ils sont là. Donc il m'a dit, il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu, il m'a dit, bon, on verra. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai senti que j'étais complètement dépassée. J'étais complètement démunie, je ne savais plus quoi faire. Et je me suis dit, la seule solution pour me protéger, c'est de m'enfermer dans la maison et de leur demander très explicitement, très clairement, de quitter définitivement le foyer. Et à ce moment-là, quand ils sont revenus, ben oui, j'ai été enfermée parce que c'était une façon pour moi de me protéger. Et je leur disais, mais écoutez, asseyez-vous et dites-moi ce que vous voulez vraiment aujourd'hui parce que je ne comprends pas. Depuis que vous êtes là, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Et, euh, et à ce moment-là, ça se dégrade. Donc, les insultes, les menaces, à travers, bien sûr, ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, il prend possession en disant et en demandant à son père d'appeler les gendarmes parce que je suis devenue folle. Je me suis enfermée parce que je me protège, mais je suis devenue folle et je suis certainement armée dans la maison. Et on ne sait pas ce que j'ai comme arme. Donc, il faut absolument appeler les gendarmes. Je supplie mon mari, mon ex-mari, de ne pas le faire parce qu'il va dans une direction, il le conduit dans une direction qui est dangereuse, de ne pas le faire. Ce que je veux entendre, c'est qu'ils s'en aillent parce ils m'ont suffisamment fait de mal. Et là, il me dit non, 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 je vais moi suivre mon fils, c'est mon fils qui compte, donc je vais le suivre. Je lui dis non, ne le fais pas. Et il me dit oui, je vais le faire. Et en effet, ils l'appellent les gendarmes. Et les gendarmes arrivent, effectivement. Ils arrivent bien armés, puisque je suis devenue quelqu'un de folle et de dangereux. Ils arrivent, ils débarquent. Et la première chose, ils me saluent, je suis enfermée. Ils me disent, bon, est-ce que nous pouvons discuter, madame? Je leur dis oui, très gentiment, très poliment. Et est-ce qu'il y a un problème? Je leur dis, écoutez, mon problème, il est simple. Je souhaite simplement que ce couple
sortent de chez moi. Et bien sûr, hein, ce sont des gendarmes qui sont habitués à la négociation. Ils me demandent est-ce que je suis armée. Je leur dis non, je ne suis pas armée, puisque vous voyez, je suis totalement détendue. Je vous réponds très calmement. Je ne suis pas du tout une personne dangereuse. Oui, mais on nous a expliqué que vous étiez donc dangereuse, vous étiez dans une situation de dépression et que vous étiez peut-être armée. Donc je dis non. Et de par la négociation, ils finissent par leur demander de quitter le foyer. Donc c'est à ce moment-là que les deux jeunes, Et le fils de en votre quittant, ex-mari et sa copine, sont partis. de par les recommandations des gendarmes, le déménagement commence. Et au niveau du déménagement, donc je vois que on récupère tous mes ustensiles de cuisine, on récupère tout ce qu'on veut dans la maison et on s'en va. Et là, j'ai mis une opposition. Je mets une opposition, on se, on ne m'écoute pas, on n'écoute que mon ex-mari. Est-ce que vous avez imaginé à un moment, Elisa Faise, qu'il y avait un complot, à un moment Il y ou à un autre, avait un complot, quelque chose de prévu entre votre mari et son fils et sa belle-fille contre vous? Oui, certainement, parce que moi, j'étais complètement écartée. Probablement, puisque quand ça a eu lieu, effectivement, j'ai entendu des menaces et me disant de toute façon, on te fera foutre le camp de la maison parce que tu verras, tu prendras l'avion, on va te faire monter dans l'avion et tu vas quitter les lieux parce qu'il faut que tu quittes les lieux. D'accord. Alors, après tout ça, bien sûr, euh, vous êtes marqué, j'espère pas à vie. Qui vient vous aider? Vous avez notamment des amis à qui vous vous confiez. Comment ça se passe? Heureusement pour moi, ma sœur était là parce que je n'ai pas parlé de cette partie dans mon livre, mais il y a eu cette violence verbale, ces injures, mais il y a eu aussi cette tentative que je ne vais pas citer, puisque bon, c'est une affaire qui va rentrer en justice. Je ne vais pas citer spécialement, mais il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de violence. Et ensuite, quand il m'a demandé quelque temps plus tard, j'ai vraiment tout fait pour essayer de rabibocher un peu le couple, hein. J'ai fait appel aux psychologues, aux partenaires, avocats, j'ai demandé conseil, j'ai vraiment tout fait pour essayer de ramener en fait la conscience de mon mari parce que je savais qu'il était complètement omnibulé, téléguidé, je dirais même par son fils. Et rien n'y a fait, rien, absolument rien. Et à ce moment-là, la situation s'est dégradée et c'est comme ça qu'il est arrivé un jour euh, sans que je ne comprenne pourquoi. Et là, ça a été vraiment particulièrement violent. Voilà. Et donc, du Demander, coup, vous êtes arriver séparés. sans... Comment? Et qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? Il était là, surprise de constater qu'il était en train de savourer un plat emporté. Et j'arrive, je lui dis bonjour, il me dit bonjour très sèchement. Mais je sens déjà qu'il y avait déjà une tension énorme. Et je lui dis, ça va? Il me répond tout simplement, ça va. Et je lui dis, tu as l'intention de me parler? Il me dit, non, 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 je n'ai plus rien à te dire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, je ne t'aime plus. Mais dans une rage, dans une folie, dans... Oh. Je ne reconnais pas l'homme avec lequel j'avais partagé ces nombreuses années. Et c'était d'une telle violence. Et il appuyait sur les mots. Je l'ai trouvé complètement défiguré de par ses expressions. La rage qu'il avait de vouloir absolument que je déguerpisse de la maison, du foyer. Il me dit à ce moment-là qu'il me donne juste quelques heures pour ramasser mes effets personnels et de disparaître. Je me suis mise à appeler les secours, à appeler les gendarmes, à appeler la psychologue, à appeler une association,
à appeler l'avocat pour savoir ce que moi je pouvais faire à ce moment-là. Et il m'a été répondu que tant qu'il n'y avait pas de violence physique, que j'étais encore chez moi et que je ne pouvais pas quitter le foyer. Vous vous êtes confié Et à ce notamment à moment-là, votre parrain. Comment? Vous êtes confié notamment à votre parrain. Oui, je me suis rapprochée de ma famille. Ça a été vraiment très rapide et très brutal. Je me suis rapprochée de ma famille pour comprendre, pour essayer d'avoir du secours et pour m'épauler, mais malheureusement pour moi, ils étaient encore très loin. Et j'ai appelé mon parrain effectivement pour lui demander conseil. Lorsqu'elle m'a raconté son histoire, j'ai eu en face de moi ma filleule qui était désemparée, perturbée et très amaigrie. Donc, j'ai été très surpris de la voir dans cet état, puisque je la connais quelqu'un d'enjoué, avec un optimisme dans la vie. Mais là, c'était vraiment une descente. Et Surtout j'étais quand très choqué. surtout quand vous connaissiez aussi son ex-mari, parce que vous avez été témoin à son mariage. Oui, j'ai été témoin de leur somptueux mariage. C'était un très grand mariage qui s'est déroulé à Sainte-Lucie. J'ai fait le voyage et ça s'est très bien passé. Et je me disais que là, enfin, elle a trouvé chaussure à son pied et que tout allait bien se dérouler puisque c'était un coup presque parfait, comme on dit. Ouais. Et grande fut ma surprise lorsque j'ai appris de sa bouche ce moment difficile qu'elle a dû vivre. Donc, pour moi, c'était important de la soutenir, de trouver des mots forts pour qu'elle puisse pas sombrer et pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Donc, pour moi, je devais l'aider avec des mots, de l'accompagnement, une présence, l'écoute. Donc, j'ai essayé de faire au mieux et je pense avoir être arrivé. Alors, selon nos informations, elle a passé plusieurs jours chez vous. Elle s'est réfugiée carrément auprès de son parrain. Et vous avez tenté de joindre son ex-mari. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Donc, une fois qu'on discutait à la maison, je lui dis, mais en fin de compte, j'ai ta version, j'aimerais bien avoir sa version, puisque qu'un n'entend qu'un son, n'entend qu'une cloche. Donc, je voulais savoir précisément qu'est-ce qui s'est passé précisément, ce qu'il en était. Et j'ai essayé de l'appeler une fois en sa présence à deux reprises, ça n'a pas répondu. Et une autre fois, j'ai essayé de l'appeler en son absence et silence radio. Après, donc, votre parrain est également des amis, bien sûr. D'ailleurs, on va écouter un autre, un autre ami à vous de très longue date qui a essayé de vous porter un soutien un moral. On l'écoute et après on continue votre histoire. This is Pat Medius. Je crois en avoir discuté avec vous. Vous êtes croyant, donc vous lui avez aussi apporté une spiritualité. Hein. Je pense que oui. Bon, c'est des mots que, bon, j'allais dire qui venaient du fond du cœur, qui sortaient et ce que j'ai pris tout de suite, comment dirais-je, comme si c'était un problème à moi D'accord. aussi. Parce que Donc, vous je avez lui ai vécu fait part vous-même, de mes ressentis. vous avez vécu vous-même des difficultés. Oui, effectivement, j'ai eu une période difficile et c'est à partir de ce moment que, bon, par l'intermédiaire d'une sœur à moi qui me l'a présenté et que nous avons échangé. Elisa a été là aussi pour vous. Exactement, c'est vrai. Et à mon, donc pour moi, c'était tout à fait naturel à mon tour que je lui renvoie l'ascenseur parce qu'elle a été bel et bien présente pour moi. Elle m'a soutenu moralement bien, mais bien, bien, bien. Peut-être c'était le dernier rendez-vous vérité avec votre ex-mari, où il vous dit de façon très violente, je ne t'aime plus, je veux que tu dégages. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille m'a tout de suite prise en charge et je suis rentrée au Canada où j'ai été suivie par une thérapeute qui est devenue depuis mon amie, qui continue à me suivre puisqu'il faut savoir que ça date déjà de quelques années, près de 3 ans, donc 3 ans plus tard, elle continue à me suivre. Marie, qui a bien voulu effectivement témoigner de ce qu'elle avait, de votre rencontre au Canada. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Sa situation était relativement catastrophique pour être honnête, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, son mari l'avait laissée
dans les pires conditions. Elle s'est donc retrouvée chez sa fille, ici à Montréal. Et c'est comme ça, en cherchant de l'aide, qu'elle m'a trouvée, en fait. Et quand elle est venue me voir, euh, moi, j'ai vu cette femme qui est petite de taille, mais qui a un port de tête de reine et qui a gardé tellement de dignité tout en étant d'une humilité et d'une honnêteté par rapport à sa situation. Et vraiment, en discutant avec elle, j'ai pu voir l'ampleur du problème, c'est-à-dire qu'elle n'avait littéralement plus de ressources, ou si peu. C'est dans ces conditions que je l'ai rencontrée. Dans quelles conditions psychologiques l'avez-vous retrouvée? Sans dévoyer effectivement le secret professionnel, qu'est-ce que vous avez Non, senti en elle? elle était brisée, c'est pas compliqué, brisée, déçue. Déçue et ne comprenant pas ce qui s'était passé en fait, parce que c'est une femme qui a aimé son mari, qui a connu un couple qu'elle croyait heureux, et pour bon, finalement, c'est le retour du fils de celui-ci qui a, bon, on dira mis le feu à la dynamite. Le fameux fils prodigue. Le fils prodigue, voilà, voilà. Mais ça, c'était que le début, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'autres trahisons qui se sont en suivi, qu'elle a découvert dans le temps. Et c'est là où c'est non seulement décevant, mais c'est un peu comme si notre château s'écroule complètement. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on pensait avoir une vie heureuse, on pensait avoir des gens qui nous aimaient, une belle vie finalement, et là tout s'écroule, c'est le château qui dégringole. Diriez-vous, puisque vous êtes, c'est votre expertise, c'est votre profession, vous êtes thérapeute, accompagnatrice, comme vous le dites si souvent, diriez-vous que c'était une femme sous emprise, ou elle était naïve, ou qu'elle s'est laissée prendre par quelque chose? Est-ce que vous rencontrez ce type de profil? Alors, je n'ai jamais perçu Elisa comme sous emprise, c'est-à-dire qu'elle était vraiment dans un couple qui semblait fonctionnel. Mieux que ça, c'était un couple qui semblait en apparence heureux, envié par les amis. Et, et en fait, pour être sous emprise, il faut qu'il y ait eu une manipulation, c'est-à-dire il y a des signaux, il y a des signaux, elle ne les a pas eus, elle. C'est peut-être après coup, des fois on remarque des fausses notes, on remarque euh, des comportements, mais c'était comme ça qu'elle vivait, c'est-à-dire qu'en aucun cas je n'ai vu le profil de la personne sous emprise en Elisa. C'est vraiment une femme qui, il y a eu un déclencheur et je ne pense pas, une personne sous emprise, c'est pas la même chose. Ouais, C'est tout à souvent une fait. personne qui est pas nécessairement naïve, mais qui ne voit pas certains aspects, alors qu'elle a toujours eu l'œil très vif sur ce qui se passait autour d'elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la situation s'est désagrégée suite à ce fameux retour du fils, elle a été alerte rapidement. Elle a tout de suite dénoncé la situation. C'était un facteur nouveau qui a mis, en fait, qui a tout simplement Le feu aux poudres. bah, tout à fait, tout Et à en tant fait, que thérapeute, comment vous l'avez accompagnée? Parce qu'aujourd'hui, il y a une résilience, il y a quelque chose qu'elle fait, notamment tout à dans le fait. livre, et qui est exceptionnel, cette envie et cette possibilité de parler aux médias. Comment l'avez-vous accompagnée en quelques mots, très rapidement? Bah, je dirais que dans un premier temps, la première chose à faire, c'est qui sont les amis? Qui sont les amis et qui sont les personnes soutien? Or, il s'est trouvé que sa sœur pouvait la soutenir. Donc, c'était pour elle une meilleure chose de repartir dans son pays. Et effectivement, elle a reçu du soutien. Ensuite, elle a dû démêler le vrai du faux, c'est-à-dire qui sont les amis, qui sont les ennemis. Parce que là-dedans, il y avait énormément de personnes qui étaient impliquées. Donc, je pense qu'elle a bien fait, elle est allée chercher du soutien, c'est-à-dire de ses proches, ceux qui lui sont restés fidèles dans l'histoire, parce qu'évidemment, quand un couple se sépare, on sait très bien qu'elle est partisan du mari d'un côté, les partisans de la femme de l'autre. Et évidemment, tout le monde n'a pas le fin mot de l'histoire. Donc, certaines personnes avaient été manipulées aussi, c'est-à-dire que plusieurs personnes ont eu la version de monsieur, mais pas la version d'Elisa. Alors, c'est sûr que là, il a fallu faire vraiment départager le vrai du faux. Ensuite, et ça, Elisa le savait très bien, il y avait une question de temps. C'est-à-dire qu'un deuil, une reconstruction, ça ne se fait pas en une étape, ça se fait en plusieurs. C'est long. C'est un grand processus. Elle avait des démarches administratives, légales, dont qu'elle devait prendre en charge en à côté. Ce qu'elle a fait, franchement, je dois Main de dire maître.
Elle a été extraordinaire, sachant être humble quand c'était le temps de demander de l'aide de ses proches, mais sachant également être ferme quand ça a été le temps de passer à travers toutes les procédures administratives, légales. Ça a été vraiment un travail étape par étape. Et c'est important de comprendre aussi dans des circonstances comme celle-ci que c'est pas un travail, c'est quelque chose qui nécessite des années en général de reconstruction. C'est pas un travail qui se fait en 6 mois, 3 mois, on passe à d'autres choses. Non, il y a énormément, c'est-à-dire que ce couple, en fait, touchait à toutes les sphères de sa vie. Ça a affecté donc sa santé, ça a affecté sa sécurité financière, sa famille, ça a affecté même par rapport à ses enfants. La dynamique familiale, ça a été son travail. Toutes les sphères de sa vie ont été affectées. Alors, dernière question, et je vais vous demander de faire court. Qu'est-ce que ça dit sur l'homme? Pas forcément son mari, mais l'homme en général. En fait, si l'homme disait simplement la vérité parfois, parce qu'il peut y avoir une certaine lâcheté, la même situation aurait pu être tellement plus simple s'il y avait eu cette fameuse discussion calme, simple, pour dire voici où j'en suis, et que chacun tienne compte en fait, soit respectueux un envers l'autre. Or, ça n'a pas été fait du côté de monsieur. Et c'est important, même dans une rupture. Si, par exemple, c'est une rupture qu'il souhaitait, un couple, c'est à deux, mais la rupture devrait se faire à deux également. This is Pat Medius. Est-ce que vous vous êtes vraiment remise de cette histoire? On parle de résilience au cœur de la séparation, ce qui signifie que la séparation est toujours en cours puisque je n'ai pas clos ce chapitre. La résilience, puisque c'est la reconstruction, deviens une nouvelle femme avec toutes ces ambitions que j'avais mis en sourdine, une ambition qui me permet maintenant de me reconstruire et de devenir une femme encore plus forte que je ne l'étais ailleurs, enfin avant. Est-ce que vous pensez, Lumière de vie est là pour ça, pour éclairer tout le monde dans un sens ou comme dans un autre, est-ce que vous pensez, parce que dans votre livre, le mot déconstruction revient souvent, est-ce que vous pensez que le fait d'être sous emprise d'un homme, vous, Elisa Fez, euh, la femme que vous êtes, a toujours été là. La preuve, c'est elle qui fait le levier aujourd'hui et c'est elle sur qui vous comptez. Donc vous avez toujours été là dans cette histoire. Mais vous vous êtes donné, vous êtes mis sous l'emprise de quelqu'un, mais vous êtes là. C'est cette femme-là que vous avez retrouvée. Oui, tout à fait. C'est vrai que lorsque on vit en couple, il faut faire des concessions et on s'oublie souvent. Cette personne qui est en moi, qui rejaillit, revient à la vie en quelque sorte et reprend la force et le courage de poursuivre sa route. La résilience, c'est aussi se reconstruire, retrouver cette énergie, cette lumière qui est au fond de soi pour être une nouvelle personne, beaucoup plus forte. Aujourd'hui, selon les informations que nous avons, vous avez l'intention peut-être de devenir peut-être une coach en développement personnel, de peut-être, c'est tout ce qu'on vous souhaite, euh, d'aider d'autres personnes, d'ouvrir peut-être un cabinet et d'en faire peut-être profession. Oui, effectivement. Alors, le livre, dans un premier temps, je dirais que c'est un tremplin qui me permet d'ouvrir une voie vers l'accompagnement, puisque parallèlement à cette situation, j'ai toujours accompagné des personnes en situation. Ça me permet de reprendre confiance et de permettre aussi à certaines personnes, notamment des femmes qui peut-être se sont résignées dans des situations douloureuses, difficiles, de se dire que la vie ne s'arrête pas à cela, ne s'arrête pas aux douleurs, aux difficultés. Il y a une possibilité de se reconstruire et de trouver ce courage qui est en soi pour par rapport à cette résilience, se reconstruire et devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui soit vraiment ce qu'on est en réalité au fond de soi. Et pensez-vous que vous avez retrouvé qui vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous C'est êtes c'est surtout? totalement
Oui, alors l'être, effectivement, puisque, comme on dit, hein, il faut se déconstruire pour se retrouver. Cette déconstruction a été un long parcours. Je me suis retrouvée et je suis en bonne voie, je dirais. On n'est jamais sorti totalement d'une situation difficile, mais j'ai retrouvé mes efforts, la force qui existe en moi et le courage, la détermination qui continue d'exister, de me nourrir. Alors, je rappelle le titre de votre tout premier livre, en espérant qu'il y en aura d'autres. C'est Renaître après la tempête, la résilience au cœur de la séparation. On l'a effectivement senti à travers cette émission, votre témoignage, Elisa Fez, ô combien vous avez effectivement vécu une situation très difficile et que vous tentez aujourd'hui de vous reconstruire. On peut l'acheter où, ce livre? Le livre est disponible sur Amazon sur le site aussi de Brookellys, hein. Sur les deux sites, ces sites sont accessibles soit en livre broché ou alors sur le système e-book. Je vous remercie en tout cas d'avoir choisi patmedia.fr pour nous faire part de de votre vécu, une résilience à toute épreuve. Et c'est l'objet effectivement de Lumière de vie, comment une fracture peut vous rendre plus forte. Et c'est effectivement votre cas, Elisa Fez. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne vie. Je vous remercie, Patrick. Merci beaucoup.